What is up, family? We have another Patreon request. Defecator. 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 He does know what that means, right? Okay, anyway. On n'a pas dansé sur la lune. We did not dance on the moon? What? On n'a pas dansé sur la lune. Okay. Hey, Defecator, on défèque sur les fakes. And the camera's running, Joe. Okay, and standing by for a mark when you roll. We're rolling. Roger. Hey, your camera. Alors, ça grésille, l'image est pas terrible, mais c'était il y a presque 50 ans. Et là, on roule dans un paysage que personne n'avait jamais vu avant. Et on n'est même plus sur la planète. On est à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. On roule sur la Lune pendant une mission Apollo. Alors je vous le dis avant que ça commence à faire des commentaires sarcastiques, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez bien vu, il y avait déjà une trace de roue sur le sol. Pourquoi ? Parce que en fait, les astronautes étaient sur le trajet du retour et qu'ils suivent la même piste que sur le trajet aller. Mais voilà, aujourd'hui on est en 2017 et Oh, wow. Okay, 9 years. on regarde plus ces images de la même façon, alors que voilà, ça a été quand même l'un des plus grands exploits technologiques et scientifiques de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on regarde ça à la recherche du moindre petit indice qui nous montrerait qu'il y a un détail qui cloche. Parce que on a vu des vidéos qui nous ont prévenu que la NASA nous ment et que tout ça c'est du fake. En résumé, la NASA, ça brasse des milliards, c'est l'élite qui est derrière, c'est le système, et le système, il cherche à nous endormir avec des histoires d'astronautes qui partent en fusée, alors qu'en fait, on n'a jamais marché sur la Lune. Et ça commence à se savoir, parce que maintenant, il y a des citoyens qui font des vidéos entre eux, qui s'échangent des vidéos sur Internet, et il y a des choses qui commencent à sortir. Alors voilà, c'est ce genre de vidéos sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui. Ça fait des mois que je me documente sur le sujet, j'ai trouvé des choses pas ragoûtantes, et je pense qu'il y en a qui vont être remués par ce qu'ils vont voir. Mais même si ça vous remue, il va falloir que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout. Parce qu'il faut bien vous rendre compte à quel point on vous prend pour des buses. Parce qu'on vous prend pour des grosses buses, et même des grosses bouses. Donc il va être temps de remettre en marche l'esprit critique, et c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de cette vidéo. Alors on va commencer par un tout petit exemple. C'est assez court, c'est pas grand chose, mais je trouve que, ma foi, c'est assez représentatif de tout ce qui circule. Donc la première fois qu'ils ont été sur la Lune, je rappelle qu'ils étaient 3 astronautes. Donc il y en a un qui est resté dans le module. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait une série télévisée à regarder, je sais pas. Les 2 autres sont sortis sur la Lune et ont marché sur la Lune. Ah bon ? Mais c'est qui le quatrième là qu'on voit ? Bizarre. Donc ils sont partis à 3, ils étaient 4 sur la Lune, ils sont revenus à 3. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, donc là vous avez tout, hein. Vous avez le type qui fait juste genre, moi je pose simplement des questions, hein, avec les sarcasmes, le ton un peu condescendant, et puis la preuve, hein, le mec a trouvé la preuve, le truc irréfutable, qui fait que voilà, ça va fermer la bouche à tout le monde, quoi. Je suis un simple citoyen, mais moi on me la fait pas, et je vais vous analyser des images, et je vais vous aider à y voir clair. Très bien. Eh bien mon gars, on va regarder ça en détail. Alors le gars nous explique qu'il est parti d'une photo de la NASA, donc on va faire comme lui pour voir, on va aller regarder sur le site de la NASA. Donc c'est facile, il y a une section consacrée à Apollo. Là, dans les images, on va peut-être retrouver celle qu'il nous a montrée. Donc il suffit de chercher, hein, c'est pas très compliqué. Tiens là, bim, là voilà, facile à reconnaître. Il y a le même effet de flair là à côté de la tête de l'astronaute. Alors en fait c'est Apollo 12, hein, c'est pas Apollo 11 et c'est Alan Bean, c'est pas Buzz Aldrin, bon voilà. Et alors, il y a un autre site sur lequel on peut aller pour retrouver tout le détail de tous les archives des missions Apollo. Dans la galerie des images, là, c'est très complet. Vous allez voir que c'est classé par mission. Apollo 12. Pour chaque photo, il y a une description avec, il y a le numéro de la pellicule, il y a le numéro de la photo dans la pellicule, c'est classé par ordre de prise des photos. Donc là, nous, j'ai regardé Alan Bean avec son petit container d'échantillons, c'est celle-là. Donc on va l'ouvrir ici en haute résolution. Et après on va pouvoir aller la comparer à celle de notre citoyen des bunkers. Donc voilà son image à lui. Alors elle est un peu dégradée en qualité. Donc on va prendre l'image telle qu'elle nous arrive du site de la Looks like somebody added an image in there. NASA. On la met à côté. Pour commencer on va la recadrer pareil. You ever play that game? What is different? I know. There's an extra astronaut in the other one.
On va baisser la luminosité, là tout de suite, vous allez voir, dans l'arrière-plan, on va mieux voir les cailloux. On augmente le contraste, parce que son image à lui, elle est contrastée, limite cramée, quoi. On la dégrade un peu en qualité d'image, là, parce que ça, c'est le fait de l'avoir compressé plusieurs fois, genre en JPEG, et ben ça donne une dégradation. Il nous manque la photo d'astronaute. Bon, sauf que nous, on s'est renseigné, on va pas mettre Buzz Aldrin, on va mettre Alan Bean, parce que, voilà, c'est lui c'est plus juste. Et voilà, mec, donc j'ai fait comme toi, pourtant, même en faisant tout pour obtenir l'image la plus proche de la tienne, bah moi j'ai pas le 3e astronaute dans le viseur. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il y en a jamais eu sur l'image de départ de la NASA. C'est bizarre. Non, en fait, y a rien de bizarre, tu nous as juste manipulé, mec, tu nous as pris pour des buses, tu nous as menti. Are you lying to me? Look at me. Are you lying? I don't know. You don't know if you're lying? I think you were eating something. I wasn't. You are a horrible little liar. Do you know why? Why? Because you have stuff on your face. Ouais, ça c'est rien du tout, c'est juste une mise en bouche, vous allez voir la suite, attendez-vous à du lourd. Alors par contre, petit changement de méthode. Je continuerai bien sûr à donner des liens dans la description sous la vidéo vers toutes les informations que je vous donne pour pouvoir aller les vérifier et vers mes sources. Par contre, les chaînes dont je montre des extraits, je les ai masquées, j'ai masqué les noms des chaînes, lorsqu'il y a des voix, j'ai modifié les voix. Pourquoi ? Parce que j'en ai un peu marre que les gens croient que je fais des attaques personnelles. J'en ai un peu marre que quand on prend des youtubeurs la main dans le sac en train de raconter des grosses conneries, bah les mecs, pour détourner l'attention, plutôt que de répondre sur le fond, ils viennent là, se poser en victime, etc. Non les mecs, on en a rien à foutre de vos tronches en fait. On n'est pas là pour faire la petite balance sur un tel ou un tel, on est là pour faire sortir la vérité, et quand vous racontez de la merde, et ben voilà, on vous met le nez dedans. C'est tout, et on se permet de le dire avec des arguments, voilà. Bon, de toute façon, si vous avez déjà vu ces chaînes, vous les reconnaîtrez très vite. Si vous les avez encore jamais vues, mais que vous tombez dessus à l'avenir, bah comme ça, vous serez prévenus. En attendant, regardez donc ce que j'ai trouvé. Alors, dans beaucoup de vidéos, bizarrement, on retrouve les mêmes extraits d'interviews, d'archives, alors en particulier du président américain Nixon avec des conseillers à lui avant la mission Apollo sur la Lune. Et tout ça, donc, dans une série de vidéos qui s'intitule, alors je sais pas, le voyage sur la Lune, mensonge, les USA n'ont jamais posé le pied sur la Lune, les élites elles-mêmes l'avouent, même dans des vidéos américaines, avec des commentaires, seulement peu de gens doivent le savoir, on ne veut pas le montrer à nous autres citoyens, donc ça a l'air vraiment d'être des informations sulfureuses. De quoi s'agit-il ? Regardons Not un for extrait. U.S. citizens. Eve Kendall, l'ancienne secrétaire personnelle de Richard Nixon, nous avait laissé entendre qu'il ne lui déplairait pas de remuer des souvenirs vieux de 30 ans. C'est Henry Kissinger qui l'avait engagée comme stagiaire à la Maison-Blanche. Elle avait alors 20 ans. The Oval Office was in semi-darkness, and I found it very difficult to take notes of this meeting. We had a meeting and talked, and he had made a number of decisions already. Then one of the presidential advisors, I don't know, General Alexander Haig or Donald Rumsfeld, said hesitantly, what if we film the first steps on the moon in a studio? Then if we fail, we can always show those pictures to the public. And at first I didn't take it very seriously, and I was told not to take it very seriously. Then it kept going on and on and on. Thought it was the right thing to do because we have to do something to show that we're still the United States of America. We walked out of the room, and President Nixon said, I've decided to do that, and I need you to do this job. We're going to do it. It was just amazing. So we were trying to figure out who would do what when. C'est Donald Rumsfeld qui le premier avance le nom de Stanley Kubrick. Il faut que ce film soit parfait, mais il est hors de question de construire des décors en si peu de temps. Le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, se termine dans la banlieue de Londres. Pourquoi ne pas profiter des décors encore en place ? Alors, ça c'est de la bombe quand même. Là on a tous les anciens conseillers de Nixon et puis des gens haut placés dans les élites américaines. On a revu par la suite des Rumsfeld, des Kissinger, qui nous balancent tranquille que c'est Stanley Kubrick qui a tourné une version de l'alunissage en studio au cas où ils n'arrivent pas à aller sur la Lune. Et du coup on comprend effectivement que ça soit beaucoup repris, parce que ça effectivement c'est quand même une grosse preuve quoi. Et alors bon, en faisant quelques recherches, on peut facilement retrouver l'auteur de ce documentaire qui est repris un peu partout. Donc c'est un Français, William Carell, et là justement j'ai retrouvé une conférence dans laquelle il venait parler de son film. Nous avons la grande joie d'avoir avec nous William Carell, qui est réalisateur et qui est donc l'auteur de ce film Opération Lune. Le point de départ du film, c'était une commande
d'Arte qui voulait faire une soirée à thème sur le est-ce qu'il faut croire tout ce qu'on voit à la télévision et comment on peut manipuler les images. Une fois qu'on a admis le principe de faire un documentaire, comme on disait, il fallait qu'on ait une histoire vraiment universelle, où la planète entière en avait entendu parler, sur laquelle il existe tellement, aujourd'hui près de 300 sites de gens qui continuent à dire que ça n'a jamais existé, ils n'ont jamais marché. Ok, donc ce film Opération Lune, c'est en fait un faux documentaire. D'ailleurs, il a été diffusé sur Arte un 1er avril, en 2004. Et juste pour préciser au passage, William Carell, c'est un documentariste sérieux, qui avait déjà fait pas mal de films, déjà bien avant que YouTube existe. Je voudrais savoir d'abord comment vous avez réussi à persuader Monsieur Kissinger et Rumsfeld et tout ça de jouer. Il ne joue pas du tout dans le film. Non. Le principe, c'était de détourner les entretiens. J'avais fait un film sur le Watergate 2 ans avant, et il a suffi que je prenne les entretiens et de détourner. Quand il parle du plus grand scandale qui aura jamais lieu, c'était de croiser les entretiens. Je ne les ai jamais vus pour ce film. C'est du détournement d'entretiens réalisés 2 ans plus tôt. Sur les conseillers de Nixon, qui sont tous les 5 vrais conseillers au moment du lancement des premiers pas sur la Lune, il suffisait d'inventer un faux témoin qui est évidemment la secrétaire de Nixon, qui n'existe pas, qui est une comédienne, entre guillemets, à qui on a écrit un texte, et c'est la seule qui parle de la Lune et des premiers pas et de la concurrence avec les Russes. C'est la seule. Si vous glissez un faux témoin au milieu de 5 vrais, je pense que ça passe. GG quand même, hein. Quand on voit cette séquence, honnêtement, on a vraiment l'impression qu'ils parlent tous de la même chose, et puis qu'ils se répondent, et en plus, c'est franchement impressionnant, puisque c'est tous des cadors, les mecs, il a pas pris Joel Clodo comme intervenant, quand même. Et ben, tout ça, c'est que du montage. Il y a que la secrétaire qui parle de la Lune, effectivement, vous réécouterez, et il y a que la voix off qui prononce le nom de Kubrick. Tous les autres, ils parlent d'autre chose, et on n'y voit que du feu. Chapeau. Alors après, on peut se dire, ok, c'est bien beau de faire des fakes super bien foutus, mais à quel moment on lui annonce au spectateur qu'on est en train de lui raconter n'importe quoi? Parce que sinon, c'est juste de la manipulation. Tel qu'on avait monté le film, à partir de la 20e minute, donc un peu avant la moitié, on doit se rendre compte que c'est faux, enfin, que quand à la 20e minute, il y a le producteur hollywoodien. And they made us a promise. They said, you do this right, and pretty soon, the next election, one of your guys is going to be president. And there he was. Reagan was president of the United States. Oui, donc Ronald Reagan, pour ceux qui savent pas, c'est un ancien acteur des années 60, donc du monde du cinéma, comme Stanley Kubrick, et puis qui avait été élu président des États-Unis en 1980. Il me semblait qu'on voyait vraiment que c'était pas du tout à New York, mais sur le pont de Grenelle, la Statue de la Liberté, puisqu'on voit des gens faire du jogging. So we moved the launch pad so that the sun would be behind it at liftoff. Le pas de tir qu'ils ont déplacé pour avoir le soleil en face, comme s'ils ne pouvaient pas mettre la caméra de l'autre côté pour avoir le... Mais les gens continuaient à marcher, et tout le temps. Alors le film, il dure 52 minutes, et c'est vrai qu'à partir de 20 minutes, ils commencent tous à raconter un peu nimp, et ça devient très chelou, quoi. Mais voilà, comme il dit, il y a des gens qui ont l'esprit critique, qui est parti à la plage à partir du moment où il y avait un truc de vrai au début, et après, même si ça devient énorme, il gobe. Et si un des témoins du tournage décidait de parler, on ne peut pas prendre ce risque, répète-t-il régulièrement à ses conseillers. Nixon demande conseil à son attaché militaire, le colonel George Kaplan. Nixon ne va pas lésiner sur les moyens. Imagine if AI existed back then already. Do you know how you would be 100% fooled that we never went to the moon? Like, you'd be like, what? I mean, there's video everywhere. And look how real. I mean, that's definitely him talking. Like, could you imagine how easily people would have gotten fooled? 150 000 hommes et la moitié de la 6e flotte partent à la recherche des 4 fugitifs. La CIA demande au Pentagone un peu plus de discrétion. Maquiller les assassinats en accident. The sound man, Andy Rogers, was burned alive in a car crash. Jim Gow, the assistant director, was found drowned in a swimming pool in his backyard. Vince Brown. Donc là, il y a des barres, là. Là, on nous dit qu'un des témoins est mort brûlé vif dans sa voiture. Et on voit quoi? On voit une bande de Père Noël autour d'un type par terre. Après, on nous dit qu'il y en a un autre qui est mort noyé dans sa piscine.
on voit un type qui balance un chien dans un fleuve, mais what the fuck, quoi. Donc c'est vrai que normalement, à la fin du film, si on est normalement constitué, on doit clairement se poser des questions sur ce qu'on est en train de voir. Ou alors c'est qu'il faut arrêter d'essayer de regarder des trucs et il faut rester toute sa vie sur Gulli, hein, je sais pas. Hélas, si vous fréquentez cette chaîne depuis un bon moment et que vous avez été un peu explorer les bas-fonds de YouTube, vous savez qu'il existe des gens très crédules. Donc, que croyez-vous qu'il arriva ? Si vous êtes un gros manipulateur et que vous cherchez à faire croire aux gens que c'est Stanley Kubrick qui a tourné tout l'alunissage en studio... Wait, there's a million YouTubers right now that are manipulating people into telling them that, you know, a particular stock or a crypto coin is going to make you millions. They're all over the place. And they're totally full of shit. They lie about every single thing they say. And every day, the same people come back and look at their videos. It is crazy how gullible we are as people. And once we believe, like once we are convinced by the bullshit artist that it's real, you can't even change their mind. That's it. They made the decision is final. It's final. Be like, dude, the guy said the coin was going to be like $50 within 2 weeks of his first video when it was $1, when it was 60 cents. Then all the other YouTubers joined in and said it was going to be $100, $1,000. You're going to be so rich, millions. You're going to make so much money if you buy this coin. For 3 years, they've been saying the same shit. 3 years, every 4 hours. You know how many videos that is? And there's like 50 of them doing it. I'll tell you the coin. It's called XRP. Just Google it. Google YouTube. Go on YouTube and just search for XRP. And just see how many people are talking about it. And look at the comments. You'll see that. Oh, all right, yeah, I bought more today. Oh, yeah, but wait a minute. You said it was going to be 50, but it's not. It's $2. It's $2 for like a year now. It's $2. I think the best it ever hit was $3.30 something. Remember, it's supposed to go to 50, to 100, to 1,000. By end of 2025, 100 without a doubt. It's $2. It's $2. It doesn't do anything. As soon as it goes up, everybody sells. It goes back down. As soon as the dummies say, "I bought more," it goes back up, and the billionaires, the millionaires, they sell. And it's just a loop. They're stealing your money. Every time you buy low, it goes up. They buy more, then they sell, and they take your money. And you, the dummy, says, "Oh, the YouTuber said I should buy more." So when you're that gullible, and you see that the guy's full of shit, if I told you every day the sun is blue, tomorrow, I swear to you, the sun is going to be blue. Ça va être bleu le soleil. Would you come back every day? When I say, je m'excuse, la prochaine semaine, le soleil va être bleu. And then I just keep doing that for 2 years. And you keep, no, D's right. Le soleil, ça va être bleu un jour. He's right. But all I'm doing is lying to you. Alors, landing on the moon, it's the easiest shit to tell somebody it's fake. Qu'est-ce que vous allez faire ? Bingo, vous allez reprendre ce documentaire et puis vous allez le diffuser sans expliquer bien sûr que c'est un fake et sans dire voilà d'où ça vient. Est-ce qu'on vérifierait pas sur les chaînes qu'on a vues tout à l'heure ? Est-ce qu'ils ont bien précisé quelque part au moins dans la description que c'est un fake ? Donc lui, il précise rien, il n'y a aucune source dans sa description, bim, 29 000 viewers manipulés, tranquille. Lui, gros vicieux, lui, il a pris que le premier quart d'heure du film, donc encore plus manipulateur, et en description, il met quoi ? La fiche de mensonge d'État. 43 000 personnes prises pour des cons. Lui, pareil, encore plus court, 14 minutes, aucune précision de rien, bim, 119 000 viewers manipulés. Ici, titre trompeur, aucune info pour détromper, 323 000 viewers manipulés quand même. Encore un autre, alors lui, il a repompé que 10 minutes, donc il a pris que la substantifique moelle. 70 000 viewers de plus à s'être fait prendre pour des buses. Un autre,
15 minutes. Alors lui, petite fantaisie, lui c'est un fervent défenseur de la Terre plate, donc il a rajouté des connes sur le sujet, mais enfin rien pour dire que c'est du fake, hein, évidemment. Donc manipulateur, dans la description il parle de lui, il donne un titre de source qui est pas le vrai doc d'origine, mais c'est juste le même genre de manipulation sur 10 minutes. Et voilà, bref, on va pas tous les faire, hein, mais regardez, cherchez si vous voulez, vous verrez, il y a des versions traduites aussi, en anglais, en espagnol. Bon, moi j'ai arrêté de compter au non parce que c'est gerbant, mais on dépasse à l'aise le million de personnes qui se sont fait entuber. Ou youtuber, on peut dire les deux, hein, dans ce cas-là. Et bien sûr, tous ces putains d'escrocs vont vous dire que c'est la NASA qui ment. La NASA, jusqu'à présent, elle a participé à rien de ce qu'on a vu. Hein. Elle est complètement étrangère à tout ça. Là, c'est juste des gens qui s'agitent entre eux. Hein. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocolats suisses. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et vous savez que j'aime aussi m'amuser à dévoiler les mensonges de la NASA parce que c'est trop important. Ici à droite, c'est une photo du rover, du module martien qu'on a envoyé là-bas apparemment. Et on peut voir, ça c'est l'image de Mars, qui est identique à cette belle image qui nous provient de l'Irlande. Eh ben, ça c'est ouf. Alors sur Mars aussi, la NASA nous ment. D'ailleurs, il y a même ce fameux site d'investigation, là, Insolite Express, qui a fait un article dessus. On voit exactement les mêmes photos juxtaposées. Et d'où ça vient tout ça? Alors regardez, en cherchant, j'ai trouvé ça. Mars Hoax. Welcome to the NASA training session for how to make a photograph for Mars. Now, all you gotta do is find a piece of land on Earth, something that maybe has the rocks in it or something like that you see right here. And what we're going to do is we're going to turn it into something that looks a lot like this. Donc c'est un faux tuto hein, d'un mec un peu sarcastique, là, Danny Wilton, qui essaye de montrer comment on peut faire une photo qui a l'air de venir de Mars à partir d'une photo de la Terre. Donc le mec dit qui il est, hein, c'est pas un mec de la NASA, il a fait ça même pour s'en moquer. Mais regardez par quoi ça finit, bah, les deux images juxtaposées, voilà, on les retrouve là, avec exactement les mêmes fenêtres Windows autour, et tout ça, ça va être repris par l'autre manipulateur dans sa vidéo, et par Insolite Express, en qui pourtant on avait une sacrée confiance, quoi, merde. Tout ça pour nous faire croire, quoi, que la NASA aurait diffusé une photo de Mars qui serait en fait une photo de la Terre bidouillée. Lauren, did you draw on the wall? No. No, Daisy did. Daisy did? The dog. How did Daisy draw on the wall? She used her paws. She used her paws. Ouais, désolé, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un souci dans la... I believe her. I mean, she said it, I believe her. Traduction. Bref, il n'y a pas que sur YouTube qu'on nous prend pour des cons. Regardez à présent ce conférencier que nous allons appeler Maurice. Alors regardez ça, c'est splendide. C'est un cosmonaute, en direct, hein, c'est écrit en direct de la Lune. Et le cosmonaute, là, est en train de descendre du LEM. On entend les échanges entre Houston et les cosmonautes. Il dit, c'est un petit pas pour l'humanité. Regardez, la surprise arrive. C'est ça. Ah. That's definitely did not. That's yes, that's the original. That's the original video. Oh. Regardez, et hop là. Wait, that they would definitely show that all over the place. 100% because it was in a studio being made. So the first thing they would do is leak the video. Ça, c'est la vérité de ce qui s'est produit. They would never erase the mistake that would happen. They would never say, "Hey, get rid of that footage. Take two, please." You know, like in movies when an actor fucks up, forgets his lines. You know, they would just put it out. They would just put it out, and you would say, "Oh, Brad Pitt, he sucks as an actor. He always forgets his lines." But that's crazy. All the movies I saw, he's amazing. En juillet 1969. Bien sûr. Alors ce qui est bizarre, c'est que le type ne parle pas du lien qui est écrit en gros là en dessous, Moontrous. Et il passe à autre chose après dans sa conférence, il n'en parle plus. Par contre, dans une autre conférence, il expliquait ça. Ma manière de procéder, c'est d'apporter des preuves accessibles à tous. C'est-à-dire désormais, on peut vérifier directement dans Wikipédia, sur Internet en général. Et bah tu sais quoi Maurice, on va aller vérifier sur Internet en général ce que c'est que ce lien dont tu as oublié de parler dans ton éloquente démonstration. Alors, en fait, ce nom de domaine, ça renvoie plus à rien aujourd'hui, hein. Il est en vente parce que ça a déjà plus de 10 ans ce truc-là. Par contre, en recherchant la vidéo d'origine, qui est facile à trouver, hein, ça date de 2006, la description précise que c'est une joke, et l'auteur c'est The Viral Factory. Ils existent toujours, hein. Sur leur site ils expliquent qu'ils font de la vidéo virale, du buzz. En cherchant bien, il y a des petites séquences même du tournage de Moontrous.
Et franchement, quand on voit de près la gueule de la combi, on peut pas vraiment aller raconter sérieusement que c'est la même qui a été utilisée pour faire les photos et les vidéos de la NASA. Hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans une conférence, c'est facile, personne n'a le temps d'aller vérifier. Alors on fait confiance aux conférenciers et on gobe, voilà, même si c'est du flan. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Quand on regarde cette photo, peut-être la plus diffusée, la plus répandue de la conquête lunaire, oh, voilà, Lubric. Alors, vous avez 1, le personnage photographié, 2, le photographe dont on voit l'ombre au milieu, et c'est quoi le type, là? Parce qu'ils n'ont jamais été plus de 2 sur la Lune. Hein. Voilà. Alors, bon, c'est pas la même photo que celle qu'on avait regardée au début, hein. Là c'est sur Apollo 11. Mais c'est toujours quand même un peu la même obsession, au moment, ils sont pas 2, ils sont 3, bon. Alors maintenant que vous avez fait tout plein d'exercices sur cette chaîne pour vous entraîner à être perspicace et avoir l'œil affûté, et ben vous allez être super fort pour trouver les détails qui clochent. Donc, est-ce que vous allez retrouver ce qui déconne dans cette photo, mais pas dans la photo vraiment, c'est plutôt dans les petites flèches que Maurice a rajoutées. Cherchez voir. I guess he couldn't do the Jeopardy music. Oui, la petite musique, c'est cadeau, hein, comme ça vous fera un petit souvenir après la fin de la vidéo. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Bon, c'est assez simple, en fait. La visière fait miroir, donc celui qu'on voit dans la visière, là, sous la flèche qui, ben, en fait, c'est le photographe. Et l'ombre, dont les pieds partent du bas de la visière pour aller vers le photographe, logiquement, c'est l'ombre de celui qui est photographié. En plus, la lumière arrive de derrière lui, donc ça semble coller, tout ça semble assez logique. Voilà. Donc voilà, Maurice, tout le monde peut se tromper, et j'espère que c'est ça, j'espère que tu t'es trompé, parce que sinon ça voudrait dire que ça fait déjà 2 fois que tu nous prends pour des cons. Petit bilan après cette première série d'analyses. La NASA, pour l'instant, je sais pas si elle nous ment ou pas, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme gens qui nous prennent pour des cons, hein? Alors, il y a 2 solutions. Soit ces gens utilisent ces vidéos en sachant que ce sont des fakes et ne vous le disent pas, donc dans ce cas-là, on est d'accord, ce sont des escrocs et c'est de l'arnaque. Soit ces gens ne savent pas que ce sont des fakes, et ça me semble tout aussi grave, parce que ça veut dire que ce sont des gens qui arrivent avec un ton péremptoire et affirment des choses comme ça, énormes quand même, sans avoir vérifié leurs sources, alors que bon, ça nous a pris quoi, 5 minutes, 10 minutes hein, pour aller vérifier. Et dans ce cas-là, ben voilà, pour moi c'est aussi de l'arnaque, parce que c'est des gens qui se prétendent conférenciers, professeurs, on en a qui se disent simplement chercheurs de vérité, mais je suis désolé, dans chercheurs de vérité, il y a chercheur et puis il y a vérité. Là, on n'a ni l'un ni l'autre, hein. La recherche, il n'y en avait pas, et la vérité, à mon avis, elle est partie en vacances en Corée du Nord, elle est jamais revenue. Donc voilà, maintenant vous êtes prévenus, si vous tombez sur ces chaînes, et que vous continuez à essayer de gober ce que ces escrocs essayent de vous verser dans la tête comme merde, c'est que vous le voulez bien. Alors en analysant un peu toutes les vidéos qui nous racontent qu'on n'a pas marché sur la Lune, on s'aperçoit que pour la plupart, en fait, elles se réfèrent aux mêmes sources. On a déjà vu Opération Nulle et Montrous, et il y a d'autres documentaires, ou pseudo-documentaires. Il y a aussi les analyses du Café de la Place, hein. Là en général c'est des analyses de photos par Joel Clodo. Donc ça on en reparlera parce que c'est ce qui circule le plus. Mais on va d'abord s'intéresser à ce prétendu documentaire-là, Did We Land on the Moon? Ils sont juste restés en orbite autour de la Terre pendant 8 jours. Et pendant ce temps-là, on a montré ces images truquées d'astronautes sur la Lune. Alors pour ce documentaire, on va pas réinventer la roue. Moi je vous propose d'écouter ce qu'en dit VicNet de la chaîne Stardust. Alors excellente chaîne hein, sur l'espace et la conquête spatiale, je vous la recommande. Il a fait un debunk assez complet du truc. Salut! Aujourd'hui on analyse un documentaire qui nous fait poser une question pour le moins intrigante. Sommes-nous déjà allés sur la Lune? Bill Kaysing était analyste et ingénieur pour Rocketdyne, l'entreprise qui a conçu les fusées Apollo. Mais j'ai fait mes petites recherches. Alors oui, Bill Kaysing a bel et bien travaillé de 56 à 63 chez Rocketdyne, les concepteurs de la fusée. Il n'est ni ingénieur ni scientifique. En réalité, chez Rocketdyne, il était bibliothécaire puis a eu la responsabilité de corriger les fautes dans les manuels d'utilisation. Il a ensuite décidé de quitter l'entreprise en 63, avant même que la société ne planche sur Saturne V. Après son départ de Rocketdyne, il va écrire 18 livres dont Acheter un demi-hectare pour $1, Comment manger sainement pour moins d'$1 par jour, ou encore Le guide des motards débutants. Mais un livre qu'il va sortir, le seul sur le sujet d'ailleurs, va résonner un peu plus que les autres. Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine à $30 milliards. Les chances d'atteindre la Lune et de revenir sur Terre sain et sauf étaient de l'ordre de 0,0017%.
Autrement dit, c'était pratiquement impossible. 0,0017%. Il sort ce chiffre comme ça, on sait pas d'où il sort, et c'est bien dommage. Si le drapeau flotte sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère, c'est qu'il y a eu... See, this is where this was one of the biggest questions here. And I mean, I always believed that we landed on the moon. I never not believe. My daughter started to believe this bullshit though. I had to explain to her, and she also mentioned the flag. And you know, at that point, I didn't have an answer. I said, you know what? I don't know why the flag was like, but you guys explained. Well, there was metal poles around the whole damn thing, so it can be held up. Obviously, there's nowhere near enough gravity. There's no wind. It can't blow, so you would just see some cloth hanging down. So yeah, they had to put some metal around it. And as soon as you guys wrote that, I went, oh my God, of course. Of course, you dummy. Un petit coup de vent sur l'Air 51 pendant le tournage. En fait, le drapeau bouge par effet d'inertie quand l'astronaute y touche et c'est normal dans le vide de l'espace. Si tout était figé dans l'espace, les astronautes ne pourraient pas bouger. Ensuite, pour ce qui est de l'ondulation du drapeau, c'est comme ça qu'il a été conçu. Et si l'on compare deux images prises à peu près au même moment, le drapeau ne fait pas un seul mouvement. Un physicien arrive alors de pousser au-dessus. En vrai, j'ai fait des recherches et il a qu'une formation de charpentier, mais bon. D'après le physicien Ralph René, le charpentier, la mission Apollo 16 coïncide avec l'un des plus intenses orages jamais observés sur le Soleil. Une immense éruption a fait le tour du Soleil, la plus grande éruption du XXe siècle. Elle ne s'est pas arrêtée pendant 3 ou 4 jours, parcourant lentement toute sa surface. Bien que les effets des radiations soient terrifiants, la perte de cheveux, le cancer, les éruptions solaires n'ont fait aucun mal à l'équipage d'Apollo 16. L'éruption a eu lieu le 4 août, donc après Apollo 16 et avant Apollo 17. Ces deux photos semblent avoir les mêmes montagnes pour toile de fond. Et pourtant, le module lunaire n'est présent que sur l'une d'entre elles. Certains pensent que la même toile de fond a été utilisée pour prendre deux photos tout à fait indépendantes. Voilà, donc là on rentre dans la série que j'appellerais les analyses du Café du Commerce. Vous voyez, même Maurice s'est abreuvé à cette source-là. Je pense que la source ici, c'est Jean Clodo, hein, clairement. Ici, alors par exemple, Maurice, vous voyez, il a repris un photomontage avec différentes photos accolées les unes aux autres, qui tendraient à prouver que tout ça a été photographié en studio, bien sûr, avec une toile de fond comme décor. Et j'ai réussi à faire le même photomontage. Donc avec une fois l'arbre à gauche, une fois l'arbre à droite, une fois il n'y a pas d'arbre. C'est assez simple, il suffit de prendre sa caméra, de tourner autour de l'arbre, ici, vous voyez, hop. Donc on suppose que c'est le LEM, hein, c'est pareil. Je prends une photo d'ici, je me déplace, je vais à un endroit d'où on ne verra plus du tout l'arbre cette fois-ci, voilà, hop. Et puis voilà, et bien ces photos vont pouvoir se superposer facilement. Ici, une fois l'arbre est à gauche, ici il va être à droite. Bref, ou le contraire, enfin la gauche, la droite, c'est compliqué hein, selon l'endroit où on se situe. Et voilà, j'ai simplement, effectivement, déplacé ma caméra avec une colline qui est très lointaine. Et fatalement, cette colline, elle est à plus de 500 mètres, donc elle restera à peu près la même sur tous les clichés. Moi, je vais me déplacer de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, c'est le décor proche qui va changer, mais la colline tout au fond, dans le lointain, elle changera pas. Alors même si ici, bon, il y a des petits points qui ont bougé sur la colline. Hein. Si on regarde des photos de près, effectivement, on va s'apercevoir que c'est pas super rigoureux parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de bouger. Ouais, excusez-moi de vous déranger là pendant le repas, mais vous avez bougé, hein. Nous on essaye de faire preuve de rigueur scientifique pour faire régresser l'obscurantisme, et vous réagissez comme des moutons. Vous en fichez, ouais, bah c'est... Merci beaucoup. Merci. Dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Voilà, alors ça, c'est assez fréquent aussi dans les analyses du Café de la Place. Les ombres qui vont pas dans la même direction, les ombres qui n'ont pas la même taille, etc. Donc là, par exemple, on a une photo extraite du spectacle, pardon, de la conférence de Maurice. Vous voyez, ce type-là, son éclairage, son ombre est courte. Et celui-là, son ombre est longue. Ça veut dire, ça traduit le fait qu'il y a deux éclairages différents. Non, ça traduit pas du tout qu'il y a deux éclairages différents. Pourquoi ? Parce que s'il y avait deux éclairages différents, on n'aurait pas des ombres aussi nettes. On aurait plusieurs ombres. Expérience. Nous avons ici la surface lunaire sur laquelle nous allons déposer des astronautes. Oui, alors, pour les astronautes, j'avais pas exactement d'astronautes. J'avais ça, c'est le petit apiculteur avec sa ruche.
Et ses plaques et ses petits pots de miel, bon bah c'est quand même ce qui ressemble le plus à un astronaute, hein, donc voilà. L'apiculteur. Et pour le deuxième... Allez. Bon, pour le deuxième, c'est la fée de la petite souris avec sa boîte pour mettre les dents. Bon, de toute façon, voilà, on va lui enlever les ailes et ça ressemblera à un astronaute. De toute façon, j'ai rien d'autre, hein, donc c'est pas les miens. On fait avec ce qu'on a. Donc voilà, la fée de la petite souris, la boîte à dents, on s'en fout. Voilà. Et donc à partir de là, nous avons la surface lunaire, 2 astronautes, ce qui en tient lieu, et des jeux de lumière que nous allons pouvoir activer. Ça, c'est ma première source de lumière. Je l'éteins, j'en mets une seconde, qui donc est légèrement sur la gauche, et donc projette des ombres légèrement différentes. Le problème, c'est que si j'allume mes 2 sources de lumière en même temps, voilà, et ben je n'ai pas une ombre par ici et une ombre par là, j'ai pour chaque personnage 2 ombres portées. Une grande partie de chaque ombre portée est atténuée par l'autre source de lumière, ce qui fait que la seule partie d'ombre qui reste vraiment prononcée ici, c'est celle qui est au croisement des 2 cônes d'ombre. Bon, et bien sûr, on m'objectera peut-être que les sources de lumière sont très proches des astronautes, mais c'est parce que justement, on essaye de reproduire ce qui se passerait en studio, et non pas avec un soleil qui serait distant à l'infini, et qui aurait donc des ombres parallèle. Et ça, c'est complètement ridicule. Alors du coup, si on reprend la photo de Maurice et qu'on essaye d'oublier ses explications dignes de Jean Clodo, comment peut-on comprendre que ces astronautes ont des ombres portées de longueurs différentes? Bien c'est simple, si la différence ne vient ni de l'éclairage ni de l'astronaute, qu'est-ce qui reste? Il reste la surface sur laquelle sont projetées les ombres. Donc peut-être bien que cette surface, elle n'est pas toute plate comme un encéphalogramme de Maurice, mais qu'elle présente des creux, des bosses, et que du coup ça fait des déformations. Donc là, c'est la photo utilisée par Maurice. Donc dans les archives Apollo, on retrouve d'autres photos, prises quelques instants plus tard, mais du sol cette fois, par les astronautes. Donc sur celle-ci, on voit en particulier l'endroit où se tenaient les astronautes, et qu'est-ce qu'on y voit? L'ombre du drapeau. Mais au lieu de faire un trait tout droit pour le poteau du drapeau, là, hop, on voit que l'ombre est toute courbée, donc ça montre bien qu'à cet endroit, il y a un creux. Et s'il y a un creux, Maurice, c'est pas tout plat. Nous allons creuser la surface lunaire et faire apparaître un cratère. Hop, vous voyez? Je vais même accentuer un peu le cratère, plus devant rien. Et à partir de là, forcément, l'ombre portée va suivre les irrégularités de la surface, et forcément se rallonger. Voilà donc une expérience, ma foi, qui confirme l'hypothèse posée préalablement. Mais vous pouvez aussi vérifier ça sans utiliser des Playmobil. Ici, là-bas, au fond, on a des arbres sur une pente. Alors déjà, leurs ombres vont pas toutes dans le même sens, en fonction de l'endroit où ils sont. Donc si la pente est plus ou moins prononcée. I'm gonna have to show this video to my daughter once and for all. Say, listen, enough with your ridiculous nonsense. Stop being gullible and listening to these idiots. Please, look at this video. I don't understand French. It's okay. Just read. I mean, it's not perfect, but it's good enough. Et puis si on regarde au premier plan, là, on a des tout petits arbustes en comparaison. Si on regarde, it says, did you pronounce? Yeah, I know. Raison. Mais certains, comme le tout premier à gauche, là, ils ont une ombre presque aussi longue que celle des arbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur une pente qui est beaucoup plus raide, qui fait moins d'angle avec les rayons du soleil. Alors un autre grand classique, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel sur les photos de la NASA. Donc quand on prend un astronaute sur la surface de la Lune, ou l'ISS en orbite autour de la Terre, à chaque fois on a un objet bien lumineux, bien net, avec plein de détails, mais aucune étoile dans le ciel. Ce qui montrerait bien que c'est du fake, c'est fait en studio, ou c'est fait sur ordi, et puis les graphistes ils sont trop cons, et ils ont oublié de rajouter les étoiles. Exactement. Donc pour comprendre le pourquoi de ce phénomène, là je vais laisser la parole à Fred Havès. Donc vous trouverez sa chaîne en lien, il fait toujours des expériences intéressantes. Par exemple pour prouver la courbure de la Terre à ceux qui pensent que la Terre est plate. Et là comme il est calé en... Pense. Tout le monde sait c'est plat. Pense. Photo, il va vous expliquer le problème présent bien mieux que moi, tout en restant simple à comprendre, vous allez voir. Les premiers paramètres, c'est le temps de pause. Si vous voulez faire des photos d'étoiles, il faut savoir que les étoiles c'est très peu lumineux, il va falloir exposer un certain temps. Si vous voulez faire des photos dans les milieux qui sont très sombres, voilà, vous augmentez la sensibilité en ISO, et plus vous augmentez la sensibilité en ISO,
plus votre appareil va être sensible à la lumière résiduelle. Le dernier paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, c'est l'ouverture. C'est comme l'iris de votre œil. Quand il fait nuit, votre pupille va être complètement dilatée, il y a plus de lumière qui rentre dans votre œil, et ça vous permet de mieux voir dans l'obscurité. En revanche, en plein jour, votre pupille est toute petite, de manière à ce que vous ne soyez pas ébloui par la lumière. Et ben, le diaphragme de l'objectif, c'est exactement pareil. Plus le chiffre est bas, plus votre diaphragme est ouvert. Donc pour résumer, pour faire des photos de nuit, il faut augmenter la sensibilité en ISO, augmenter le temps de pose, et ouvrir le diaphragme de l'objectif. Et est-ce qu'on peut photographier la Lune et les étoiles qui sont en arrière-plan? Ben, c'est ce que je vais vous montrer. On commence avec cette première image. Elle a été faite de nuit. Vitesse d'obturation 3 secondes, sensibilité 51200, ouverture f4. C'est clairement surexposé. Deuxième image, ISO 10 000, l'appareil est moins sensible. On voit les étoiles. Troisième photo, sensibilité ISO 3200. Quatrième photo, vitesse d'obturation. Les étoiles, they're disappearing. 1/4 de seconde. Donc là, il y a moins de lumière qui est rentrée dans l'appareil. On voit quelques étoiles. Et finalement, le truc qui était lumineux, bah, c'était la Lune. Dernière photo, diaphragme fermé à 9. Oh, that's fake. That's fake. How could you have a moon with no... That's fake. There's no stars. 1 centième de seconde, ISO 100. Et là, voilà, tout ce qu'on veut de la Lune est correctement exposé. Elle est légèrement sous-exposée, même, je dirais. Là. Mais quand on voit bien la Lune, quand la Lune est bien exposée, eh ben, on voit plus d'étoiles. Si sur les films ou les photos qui ont été faites depuis l'espace, on ne voit pas les étoiles, c'est à cause d'une contrainte photographique. Tout simplement, techniquement, c'est pas possible. So if they saw the stars, but not an HD quality of the moon, guess what they would have said? About the moon's fake. Can't you tell? Look, how could you say that's the moon? I could make a million things look like that and say it's the moon. That's what they would do if they saw les étoiles. Voilà, on voit les étoiles. La Lune est surexposée. On ne voit plus aucun détail sur la surface de la Lune. On voit la lumière cendrée. On voit quelques étoiles. Et voilà. C'est un exercice qui est très simple à faire. Voilà, hein, donc comme il dit, c'est simple à faire. Vous prenez un appareil, vous allez photographier de nuit quelque chose de très lumineux, genre un astronaute tout blanc ou la Lune. Et puis là, vous verrez bien si vous arrivez à obtenir des étoiles sur le même cliché. Bon courage. Bon, il y en a d'autres, hein, des analyses du café de la place. Alors on va pas toutes les passer en revue parce qu'il y en a des centaines. En général, c'est des illusions d'optique ou bien c'est des problèmes de prise de vue que Joe Clodo il sait pas interpréter. Donc du coup, au lieu de chercher à comprendre, en général, il va vous expliquer qu'on nous ment. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à comprendre hein, comme explication, il n'y a pas à se creuser la tête, il n'y a pas à réfléchir à des trucs d'intellectuels. De toute façon, les intellectuels, c'est les élites, hein, donc c'est le système. Donc voilà, c'est des gens qui nous mentent. Et Joe Clodo, bon bah c'est un citoyen, c'est un mec comme nous. C'est vrai qu'il comprend rien à rien, mais du coup, nous non plus, ça nous rapproche, on est pareil, et du coup... Fuck le système, et du coup, fuck la NASA. C'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien, hein, ça permet de se lâcher un peu. C'est un peu comme si on lâchait un peu de la tête, vous voyez. Bon, ça fait du bien. Après, il y a quand même toujours un moment où la tête, une fois qu'on se l'est bien vidée, il faut quand même essayer de remettre des trucs dedans. Hein. This guy's great. This is his best video. This is my favorite video of him. Sinon, ça sert à rien. Alors justement, on va essayer d'apprendre 2-3 choses. Donc, parmi les arguments qui reviennent systématiquement, il y a les fameuses ceintures de Van Allen. De quoi s'agit-il donc ? Eh bien, le Soleil, en plus de nous envoyer généreusement tous ces photons là, qui nous éclairent, il envoie régulièrement dans l'espace des particules, des électrons et des protons. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Or, vous savez que la Terre a un pôle sud et un pôle nord magnétique, et elle attrape ces particules dans sa magnétosphère. Donc ça se traduit par 2 phénomènes. D'abord, il y a les fameuses aurores polaires, les aurores boréales au pôle magnétique. Donc ça, c'est quand ces fameuses particules elles entrent en contact avec la haute atmosphère de la Terre. Alors c'est magnifique, hein, si vous avez l'occasion d'en voir. Et puis, autour de l'équateur magnétique de la Terre, il y a des particules qui sont piégées dans une sorte de grand tore. Un grand tore. Alors non, je vous parle pas d'un espèce de grand type avec un grand marteau. Hein. Si vous voulez, c'est une sorte de grand anneau de forme toroïdale. Voilà. Toroïdale, non plus. C'est une sorte de grande donut, si vous voulez. Voilà, il y a un grand donut qui fait tout le tour de la Terre. Voilà. Et ce donut de particules dans l'espace autour de la Terre, c'est ça qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Les ceintures de Van Allen, il y en a même 3, c'est 3 donuts imbriqués. Et elles s'appellent ceintures de Van Allen parce qu'elles ont été découvertes par James Van Allen, un Américain. C'était en 1958. Et alors la particularité de ces ceintures avec ces particules, c'est qu'elles constituent des zones de radioactivité, donc ça peut être dangereux d'y aller. L'ISS se situe dans une orbite en dessous de la première ceinture, donc ça va, pas de danger. Par contre, on a des satellites qui peuvent y passer, et surtout, vous avez un certain nombre de gens qui vont venir vous expliquer qu'on n'a pas pu aller sur la Lune, parce que sinon il aurait fallu traverser ces ceintures. Voilà, alors
That one I never heard. I never heard that one. Par exemple, sur une de mes anciennes vidéos. Alors oui, je précise que celle-là, je l'ai enlevée de la chaîne. C'était une des premières. Bon, elle était plutôt rigolote, mais ok, je concède qu'elle n'était pas hyper argumentée. Et voilà, bon, on s'en balèque. Donc, comme vous le voyez dans les commentaires, vous avez des types qui viennent vous asséner ça, la ceinture de Van Halen, là, comme si c'était un argument définitif. Et là, bah, j'avais répondu tout aussi définitivement, hein, parce que le gars donnait quand même l'impression qu'il savait pas trop de quoi il causait. Van Halen avec un H, d'abord c'était surtout des bretelles, rarement des ceintures. Donc là, oui, là il en avait une, mais la plupart du temps on peut pas appeler ça des ceintures. Hein. Son chanteur remporte. One of the greatest guitarists. Et franchement, ça servait plus à faire vomir des yeux que à tenir des pantalons. Van Halen, c'était quand même le solo de Bill Hicks. Mais... Uh-oh. This might get copyrighted. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. I don't know what to do, but we'll see. Okay, we'll do this. Boom. Les mecs qui... Boom. Maybe that works. Enfin bref, on a souvent le sentiment bizarre que les mecs qui agitent ces arguments, ils le maîtrisent pas trop. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit surtout depuis ce petit documentaire de la NASA. Orion is getting ready to launch. My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. Orion is NASA's next-generation spacecraft. Built with versatility in mind, it can take astronauts deeper into space than we've ever gone before, to an asteroid or even onto Mars. But he really works at Starbucks. Oh no, maybe he's real. I don't know. For these missions, Orion has to be one tough spacecraft, withstanding high speeds, searing temperatures, and extreme radiation. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Donc le gars nous parle de la conception de la nouvelle capsule Orion en expliquant qu'il va falloir qu'elle réponde à toutes ces contraintes. C'est un ingénieur. Hein. Mais regardez maintenant comment ce qu'il a dit a été réutilisé dans des dizaines et des dizaines de vidéos. Wait a minute. We must solve this issue before sending people through this space? What happened during the moon missions? Didn't they go through the Van Allen belt as well? Well, what's to figure out? Didn't you guys figure that out like 50 years ago or something? Just very strange that they would say that. Did they spill the beans? Vous voyez comme les mecs sont barrés loin dans la surinterprétation quand même. Non, cet ingénieur n'a jamais dit qu'on n'a pas été sur la Lune. Il a jamais dit qu'on n'a jamais affronté les ceintures de Van Allen. Il a simplement dit que pour construire la capsule Orion, il y avait des défis à résoudre. Point, mais point, c'est tout. Bref, réfléchissons juste 30 secondes, hein, ça devrait suffire. Pourquoi ça s'appelle les ceintures de Van Allen ? Parce que ça a été découvert en 1958 par Van Allen. Donc c'était à l'occasion du lancement du premier satellite américain par la NASA. Et au début des années 60, la NASA était donc déjà capable de faire le rapprochement entre je veux envoyer des gens dans l'espace et attention, il y a ce grand donut radioactif dans l'espace. Alors il suffit de chercher un peu, on retrouve des études de l'époque pour chercher la meilleure trajectoire à utiliser pour essayer de contourner le donut. Parce que c'est pas une sphère qui englobe complètement la Terre, ces particules, c'est un donut. Donc on peut passer par-dessus ou par-dessous, on n'est pas obligé de le traverser. Et ça, on l'a déterminé dès le début des années 60. Et Kelly Smith, au début des années 60, il était même pas dans les testicules de son père. Donc, ça ne date pas de 2014, cette histoire. Alors, on retrouve même des modélisations assez précises des trajectoires des vols Apollo. Donc là, par exemple, sur ce site, on peut aller consulter ça. C'est intéressant, on voit la ceinture. Et ben, ils l'ont à peine effleuré, la ceinture. Ils sont passés dans les zones où la radioactivité, elle était très faible. Ils l'ont traversé en quelques heures sans scoltiner toute la zone rouge où là, effectivement, bah, ils auraient pris cher. Et ça, à l'aller comme au retour. Et il y a même eu des rapports médicaux sur Apollo. On a mesuré pendant le vol la dose radioactive qu'ils ont encaissée. Donc ceux qui ont pris le plus, c'est ceux d'Apollo 14. Donc là, on voit 1,14 rad. Exprimé en dose radioactive absorbée par le corps humain, ça fait 2,24 millisieverts. Un travailleur du nucléaire en France, on l'autorise à prendre une dose cumulée de 20 millisieverts par an. Donc 2,24 millisieverts, c'est pas rien, mais il n'y a pas de quoi griller sur place
comme on voit expliqué dans certaines vidéos. Alors le plus drôle, c'est que c'est un argument qui est utilisé par ceux qui croient que la Terre est plate. Comme lui, là. Mais mec, sans déconner, tu te contredis toi-même. Les ceintures de Van Allen, elles sont dues à la magnétosphère. C'est parce qu'il y a un pôle nord et un pôle sud autour du globe qu'il y a des ceintures. Alors sur une Terre plate, il y a un pôle nord, hein, c'est ce qu'on nous raconte en général, il y a un pôle nord et le pôle sud, il fait tout le tour. Du coup, il n'y a pas de ceinture possible, c'est nimp. What did you do? Nothing. Tell me. She didn't do anything. What makes you think she did something? It got on my face, but I didn't do it. Who did it? I didn't do it. Ah, et puis, I believe her. It was the dog. alors, il y a celui-ci, quand des astronautes morts ressuscitent. On dit qu'au moins 6 des 7 membres de l'équipage de Challenger seraient encore en vie. 4 d'entre eux vivent même sous le même nom. Alors juste pour vous resituer, en 1986, la navette spatiale Challenger a explosé un peu après son décollage. Yeah, that was terrible. I remember that. 1 minute 15 seconds, velocity 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles. Donc il y a eu 7 astronautes qui sont morts dans la catastrophe, sous les yeux de leur famille qui assistaient au lancement. Alors 30 ans plus tard, il y a une chaîne allemande qui a sorti ce film immonde. Le pilote de Challenger, Michael John Smith, est né le 30 avril 1945. Il avait 41 ans lorsqu'il a trouvé la mort dans l'explosion il y a 30 ans. L'homme sur la photo de droite s'appelle également Michael John Smith et il a exactement 30 ans de plus. Sa ressemblance avec l'astronaute Michael John Smith est absolue. Les mêmes sourcils horizontaux, les mêmes yeux bleu-gris, le même creux vertical sur le bout du nez. Nous parlons là d'un professeur émérite d'ingénierie industrielle à l'université de Wisconsin-Madison. L'adresse email de Michael John Smith est... Les mecs en sont à balancer des adresses mail d'un mec dont ils croient que c'est l'astronaute toujours vivant. Ça vous donne le ton. Hein. Donc, analysons cette image. Il y a un logo de la NASA en haut à droite. On se demande ce que ça fout là, parce que la NASA n'a absolument pas participé au truc. Ouais. Et on nous explique que c'est le même astronaute, d'abord parce qu'il a les mêmes noms prénoms, donc recherche rapide. Smith, c'est juste le nom le plus courant aux États-Unis. Et... C'est que tous les deux, le nom, c'est Pierre. C'est incroyable ça, non? Michael, c'est le 4e prénom le plus courant. Donc je vous laisse imaginer le nombre de Michael Smith qu'on doit pouvoir trouver. Et après, la seule autre preuve que ce prétendu journaliste là vous sort, c'est la ressemblance physique avec l'astronaute. Sauf que bon, il y a la forme des oreilles qui est pas du tout la même, juste. Moi je veux bien que les oreilles s'allongent avec l'âge, mais là, qu'il y ait un lobe qui diminue et l'oreille décollée qui se recolle, c'est pas courant, quoi. Et voilà, et ça suffit pour balancer le mail de ce pauvre gars, quoi. Et alors, c'est pas mieux pour les autres, hein. Carl McNair, âgé de 66 ans, sur l'image à droite, ressemble exactement à ce que Ronald pourrait être à présent. Ce fait a sauté un jour aux yeux de certains citoyens américains. Lorsqu'on lui a parlé de sa ressemblance impressionnante avec Ronald McNair, on dit qu'il a répondu spontanément qu'il serait le frère jumeau de l'astronaute disparu. Mais parce que la ressemblance était flagrante à tous égards, certains Américains ont commencé à douter de cette affirmation. Really? Donc, source, certains citoyens américains. Un mec a dit, tu ressembles trop à ce que serait devenu l'astronaute qui est mort il y a 30 ans. L'autre mytho, il a dit, normal, c'était mon jumeau. Et du coup, il y a des gens qui ont trouvé tout ça trop louche. Ouais, de toute façon, cherchez pas à comprendre, ils ont pas du tout les mêmes noms. By the way, I wish somebody would have threw that dumbass in the water too. And hopefully shallow water. Ressemble exactement à Je vous l'astronaute. passe tout le reste, hein, tout est du même tonneau, il y a des incohérences, il y a des interviews genre celle d'Opération Lune avec des propos sortis du contexte, il n'y a aucune info sourcée, ils ont même pas cherché à rencontrer les gens dont ils parlent, une pauvre enquête qu'ils ont fait sur le net. Puis il y a du hors-sujet, de la sensation. Moi ce qui me choque le plus c'est qu'ils affirment n'importe quoi sans prendre la moindre précaution, et que juste il n'y a aucun respect pour les victimes, et il n'y a aucun respect non plus pour ceux qui regardent et qui sont en train de prendre pour des cons, quoi. Voilà, en résumé, on nous prend bien pour des cons. C'est bien beau de se dire, les vidéos faites par des citoyens, je vais leur faire davantage confiance qu'aux vidéos faites par les scientifiques du système. Les citoyens, c'est des gens comme les autres. Parmi eux, il y a des escrocs. Parmi eux, il y a des gens qui ouvrent leur bouche sans savoir de quoi ils parlent. Et parmi eux, il y a des gens qui cherchent à se faire du fric sur le dos des autres. Voilà, that's the main reason for the bullshit videos. La vérité, j'ai pas trouvé une seule vidéo de soi-disant mensonge de la NASA qui se tienne. Pas une.
Yes, sir. Non. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. J'ai dit que ce serait la vérité. This is definitely Defecator's best video ever. Et il reste quand même un truc chelou que j'arrive pas à expliquer. Quand on cherche sur Moonwalk et qu'on regarde les astronautes sur la Lune, ils ont une démarche bien particulière. It's fake because Michael Jackson knows how to do the moonwalk. There's nothing. The astronauts got nothing right about it. You're right, Defecator. You're right. It's bullshit. Ils bondissent du fait qu'il n'y a pas de gravité sur Terre. Là, moi, je suis désolé, mais du coup, je comprends pas pourquoi, quand Michael Jackson fait son pas de danse en arrière, là, on appelle ça le moonwalk. Je vois pas le rapport. Alors, il y a des mecs qui ont essayé de lui faire le même mouvement sur la Lune pour voir, mais je trouve que ça explique rien. Bref, moi, ça me laisse plutôt perplexe, ce moonwalk. Good point, man. Oh shit, this is gonna be copyrighted too. This is terrible. You can't have this music in there. So you're gonna hear something and you're like, damn, that's a Michael Jackson song? Oh. Okay, hold on. Wait, hold on. I just made this song. I just made the song longer. I might have just messed it up myself. Bon. Du coup, pour essayer d'y voir plus clair sur cette histoire, un petit tuto. D'abord pour essayer de maîtriser le moonwalk, parce qu'avant de critiquer quelque chose, c'est important de maîtriser le sujet déjà, et puis après, on verra un autre mouvement. The two-toe dance. Alors, on attendait un peu plus de monde pour le cours, mais finalement, on n'est que deux. Donc, avec moi, l'ami du bon goût, que vous reconnaîtrez sûrement à son fameux costume. Bonjour. Non, mais ils sont là. Elle est là, la caméra. Ah oui, j'avais pas vu. T'as toujours pas fait des trous pour les yeux. Non, je veux pas l'abîmer. Et comment tu vas faire pour regarder les mouvements? Non, mais t'inquiète, je me repère à l'oreille. Super. Bon, le moonwalk, donc déjà très important, faire des mouvements francs, qui se voient bien, avec des grands pas, sinon ça sert à rien. Donc pour commencer, on a les pieds joints, on redresse un pied, on l'appuie sur la pointe, et c'est l'autre pied qui va glisser au sol en arrière, sur une bonne distance, faut faire un vrai pas. Et là, bascule. Le pied qui a glissé, je l'appuie sur la pointe, pendant que l'autre, je l'amène au sol. Et ensuite, je fais la même chose, c'est ce pied-là qui va partir en arrière en glissant, hop. We're learning the moonwalk by Defecator. How about that? Bascule et ainsi de suite. Et le haut du corps, il va faire des mouvements aussi qui font comme une marche, bon ça, vous verrez ça dans un second temps. Alors, important, c'est la bascule. Et surtout, il faut que ce soit fluide. Faut pas faire de temps d'arrêt. Fluide. C'est ça qui va donner l'impression que vous glissez. Allez. Donc là, on regarde ce que ça donne en enchaînant. Voilà. Donc ça, c'était le moonwalk classique. I liked it. Tu veux essayer? Non, j'ai pas bien vu celui-là, faudra que je le réécoute. Super. Donc maintenant qu'on a vu la base, voilà un nouveau mouvement que je propose. Après avoir bien étudié les vidéos d'Apollo, moi je pense qu'il ressemble davantage ce mouvement à la démarche des astronautes sur la Lune. Donc j'ai appelé ça le moon jump. Donc le principe c'est qu'on va faire des bonds, mais pour donner l'impression que la gravité est faible et qu'on monte très haut, on va partir d'une position plus basse que la normale, en fléchissant les genoux. Alors avec la cape c'est pratique parce que ça permet de masquer un peu la supercherie. Donc c'est idéal, disons, pour les soirées déguisées, quoi. Voilà. Donc, la soirée se passe, je danse tranquille, et d'un coup, bim, moon jump. Et alors, en l'air, j'essaie de faire des mouvements un peu au ralenti, ça fait plus réaliste. Quand je redescends, hop, évidemment, réflexion des genoux, position basse et cap. Voilà. C'est stylé comme mouvement. Alors, moi, sinon, il y a celui-là que j'aime bien faire. C'est pathétique, c'est nimp. Moi, tout ce que ça m'évoque, je sais pas, on dirait un pingouin déguisé en carotte, ça n'a rien à voir avec la Lune. On sait pas, il y a peut-être des pingouins. On n'y a jamais été, sur la Lune, mais j'ai vu des vidéos. C'est bon, tais-toi. En fait, tu comprends jamais rien à ce qu'on fait, je comprends même pas pourquoi tu viens. Je sais pas, moi tu m'appelles, je viens. J'aime bien quand tu fais tes trucs, c'est sympa, on met des costumes, c'est cool. Et puis ça donne l'occasion de se voir. Se voir déjà t'y vois rien. Ok, tu sais quoi, je m'en vais, voilà. Et tu finiras peut-être par te demander pourquoi t'es tout seul dans tes cours. C'est par là. Là? Non mais là, à ta gauche. Ouais, ça va, j'avais pas entendu.
Ouais, c'est trop nimp, fin du tuto, merci. Excellent. Excellent. Ouais, il existe toujours évidemment le vieil argument moisi de fond du ghetto, genre tu y as jamais été sur la Lune, qu'est-ce que t'en sais que c'est vrai? Je sais que c'est vrai parce qu'il existe des preuves simples et objectives qu'on y est allé et qu'on en est revenu. Et je vais commencer par laisser la parole à Arnaud. C'est un extrait d'une vidéo de sa chaîne AstronoGeek. Of course, AstronoGeek, of course. But also, you know, when we came back from the moon, we took 800 pounds of moon rock, and we gave some to Russia, we gave some to China, we gave some to who the hell knows. We gave a little bit for everybody. Say, here, scientists, take a look at these moon rocks. Why did we never hear China say, hey, what kind of bullshit is this? This is not no moon rock. Why didn't Russia say, what the hell is this? This came from your backyard. This didn't come from the moon. Nobody ever talks about the moon rocks that we recovered and brought back and let scientists all over the world look at. Why would that be done if we never went to the moon? I'm surprised you didn't talk about that one. Donc il parle But I guess that's not proof. So. Astronomie et d'espace. Alors évidemment, celle-là aussi, je vous la recommande chaudement. Vous trouverez tous les liens, hein, bien sûr, dans la description sous cette vidéo. Et il nous parle d'une expérience intéressante. Dans leur valise, les mecs d'Apollo ont emmené un colis de l'Observatoire de la Côte d'Azur en France. Alors, ce colis, c'est en fait un catadioptre. C'est un instrument qui a la particularité de renvoyer la lumière exactement dans la direction où il l'a reçue. Vous avez déjà tous vu ce genre de truc, c'est les petits machins réfléchissants qu'on met sur les roues de vélo. C'est un panneau de 10 x 10 demi-cubes de 3,8 cm recouvert de miroirs en verre de quartz sur leur face intérieure. Et le fait est que quand on envoie de la lumière là-dedans, elle repart exactement dans la direction d'où elle est venue. Et le tout est dirigé vers la Terre. Pendant ce temps-là, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, on tire un faisceau laser en direction de ce réflecteur. En théorie, c'est très simple. Vu qu'on connaît la vitesse de la lumière, il suffit de chronométrer le temps que la lumière met à revenir, de diviser par 2, et on obtient la distance Terre-Lune. Tu vois, I knew that already, but you know, he's right. He's of course, if you know anything about math, I mean, everybody knows that. Bon, sauf qu'en pratique, c'est quand même vachement plus compliqué. Sur ce faisceau qui s'est étalé sur 10 bornes, j'aime autant vous dire que les photons qui sont renvoyés sur Terre, il n'y en a pas une chier. Pourquoi tu dis des gros mots? Ta gueule, c'est de la vulgarisation scientifique. En moyenne, sur 6000 tirs, il y a 10 photons qui reviennent. 10 photons. Vu que le rendement est pas super génial, on a déposé d'autres réflecteurs sur la Lune, histoire d'essayer de faire mieux. Et c'est toujours du matos made in France. Il y en a 4 autres des réflecteurs, déposés durant les missions Apollo 14 et 15 et par les 2 sondes russes Lunokhod 1 et 2. Comme quoi, pendant la guerre froide, nous, on n'était pas sectaires, hein, on bossait avec tout le monde. On parle de la distance Terre-Lune, quand même. En moyenne, c'est 384 400 km. Et on connaît cette distance à 7 mm près. Ces mesures ont fait avancer nos connaissances sur plusieurs points. D'abord, en analysant les oscillations de la Lune, on a pu déterminer qu'elle possède un noyau liquide. Ensuite, on a aussi découvert que la Lune s'éloigne de la Terre au rythme, tenez-vous bien, de 3,78 cm par an. Et bien évidemment, utilisant la même technologie, il y a aussi les radars de gendarmerie, les fameuses jumelles, qui comparent plusieurs relevés de distance durant un laps de temps donné pour en déduire une vitesse. Merci la conquête spatiale. Merci la conquête spatiale. À présent, la parole à Vicnet de Stardust. Est-ce que toi aussi, tu as une preuve simple? Nombre d'astronomes et See, he knew about Starbucks too. radioamateurs pouvaient voir les modules et capter les signaux radio depuis la Terre. La première observation d'un S4B en route vers la Lune provient de l'observatoire du Pic du Midi, suivi ensuite par plusieurs autres observatoires dans le monde. Les photos sont difficiles à comprendre, mais on voit que le mouvement de certains points est plus rapide que les autres, ce ne sont donc pas des étoiles. Précisons aussi que des journaux distribuaient des informations sur comment observer les modules se rendre vers la Lune et en revenir, et ça a permis à des centaines d'Américains de suivre la mission en direct, quoi. Et ce fut le cas jusqu'à Apollo 17, la dernière mission vers la Lune. Il y a aussi des gens qui veulent voir au télescope ce que les Américains ont laissé sur la Lune, en particulier la partie inférieure du module lunaire.
Alors depuis la Terre, on n'a pas de télescope assez puissant, mais il y a depuis quelques années une sonde qui tourne autour de la Lune, LRO, donc Lunar Reconnaissance Orbiter, et qui prend des vues de la Lune, un peu comme pour Google Earth. D'ailleurs, il y a un Google Moon qui existe sur le net, que vous pourrez chercher. Et du coup, cette sonde, elle a pu prendre des clichés des sites d'atterrissage des missions Apollo. Donc là, c'est Apollo 11. Là, c'est Apollo 17, la dernière mission en 1972. D'ailleurs, si on veut vérifier, on peut regarder la vidéo du redécollage des astronautes d'Apollo 17. Alors oui, alors pour répondre à la question que les plus sceptiques sont déjà en train de se poser, qui c'est qui filme? Là, c'est une caméra télécommandée depuis la Terre qui filme. La télécommande, on sait faire depuis le début du XXe siècle. D'ailleurs, Tesla avait bossé dessus. Donc voilà, alors à droite, c'est une caméra qui est pointée vers le bas, avec le sol lunaire qui s'éloigne. Et si on fait un arrêt sur image, et qu'on fait pivoter l'autre photo pour la mettre dans le même sens, on voit qu'on retrouve bien sur la photo de LRO tout ce qu'on voyait en redécollant. Le module, le gros cratère à droite, les traces du rover, enfin tout quoi. Alors, autre élément de preuve, les roches lunaires. Les astronautes des missions Apollo ont prélevé des échantillons de roches. Voilà, finally, he's talking about it. See, this guy covered everything. This is an excellent video. Roches et de régolithes, c'est la poussière lunaire, et ils ont ramené tout ça sur Terre. Et les roches lunaires, elles ont des caractéristiques très particulières que n'ont pas les roches terrestres. Et alors pour rejoindre ce que disait AstronoGeek, il n'y a pas eu que des missions américaines sur la Lune, les Russes aussi. The Russians didn't land there either. They lied too. Ils ont envoyé des sondes. Et ici, Luna 24, elle avait la particularité d'avoir un étage de remontée pour ramener sur Terre des échantillons de poussière lunaire. Et puis en 2013, il y a aussi eu une sonde chinoise avec un petit rover U2 qui a permis d'analyser des roches sur place. Bon là quand même ça commence à faire des sources variées, avec des pays qui à une époque étaient en pleine guerre froide en plus, donc il y en a eu un pour raconter des conneries, sans doute que l'autre aurait pas manqué de le relever. Oh God, you don't think Russia and China would be the first people in line to say, United States never landed on the moon, that's all bullshit. You don't think they would be the first ones to say, hey, I got something to tell you. Come listen, I have something to tell you. Of course. Et en tout cas, suite aux travaux des Chinois, il y a eu des publications, notamment dans la revue Nature. Bref, tout ça c'est documenté, sérieux, on est loin des allégations à 2 balles de nos amis là. Et puis, des rovers sur la Lune, on n'a pas fini d'en voir, notamment parce que maintenant il y a le Lunar X Prize qui va motiver des boîtes privées à essayer d'en envoyer. Allez, maintenant c'est le bouquet final. J'ai retrouvé Joel Clodo. Il y a aussi Roberto le Mito et Gaëtan le roi du flanc. This may strike your listeners as way out, but we actually believe that there is a colony on Mars that is populated by children who were kidnapped and sent into space on a 20-year ride. These people are crazy. So that once they get to Mars, they have no alternative but to be slaves on the Mars colony. Holy shit. I start to worry about people a little bit. You know, sometimes you have to worry. You have to just be like, you're saying that like you're serious. You're starting to worry me. Where's the punchline? Where's the laugh? Where's the, I got you? Where's that? La première venue de l'homme sur Mars date de 1945 avec un atterrissage raté des Allemands qui a fait 30 morts dont 3 Japonais. Les Américains ayant repris les brevets allemands avec l'opération Paperclip et la venue d'ingénieurs allemands après la guerre, puis avec la coopération avec les nazis réfugiés en Antarctique à partir de 1952. Ce qui est certain, c'est que la NASA doit avoir des gens qui ont pour mission de troller sur YouTube. Et ils ont peut-être eu une réunion, en se disant « Nous devons changer cette image parce que quelqu'un a créé une vidéo YouTube sur ce sujet. » La NASA ne vous ment pas. La NASA aime les petits chatons et les licornes. La NASA, c'est bien. La NASA... Défécator, t'es dans le champ de la caméra, je te vois dans mon retour. Ouais, excuse-moi, je passais parce que je suis juste dans le studio d'à côté là, et la comptable m'a filé nos chèques pour les trolls. Y a erreur, hein. Moi, il me paye toujours par virement. Ça doit être pour Vincent, c'est lui qui se fait toujours payer par chèque. Ah oui, Stardust. Bon, autant pour moi, je vais aller lui apporter alors. Tu aurais dû lever les yeux au chèque et être astronogeek. Bon, allez, à la revoyure. Hein. Merci, toi aussi. Mais attends, Arnaud, on t'a pas vu au cours de Moonwalk? Parce qu'on a fait le Moon Jump, et la prochaine fois, on va... Le Moonwalk, quoi. C'est saut années 70. Ah non, c'est le Mars Walk.
je connais ça, oui. Super. Bah, franchement, à moi, Thomas m'a montré le ISS Fry. Bah, c'est quand même autre chose en soirée que... Thomas, Tom Ouais. Tom Pesquet. Exactement. Il est dans le studio d'à côté, ils viennent de finir leur plan 0G là. Ouais. Bah attends, je te l'appelle. Non, mais faut que j'amène son chèque à Vincent. il veut te voir. Non, je file parce qu'après, il va faire nuit, les gens me prennent pour une chauve-souris, il faut que je file. Ok, comme tu veux, hein. Et attends, t'as pas dit ta phrase de fin là. Non, mais je m'en souviens plus, je sais plus. Non, c'était quoi déjà? Ah oui, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. That was excellent. This was such a good video. Oh my god. That was so good. I tell you, man. It's if it's not about the moon, I tell you, and now with AI, it's going to become worse and worse and worse and worse and worse. They said, I personally, unless it's a cat that's dancing or a dog that's like, going shopping at Walmart, I can't tell if it's fake. Like, I'll see something that is 100% fake and say, I have to think about it. Say, shit, is that real? No, that can't be real. But they admit, they say AI is only like 60% accurate or something. So wait till AI becomes 100% accurate. We're going to have a big problem, folks. Big problem. Because you will not be able to tell. I mean, unless it is a cat dancing, you'll be like, I know a cat can dance, but you might see a 5-year-old lift up, I don't know, 150 pounds of barbells and be like, was that real? Or is that fake? Because AI will have perfected everything about a fake video. So we got scary times ahead of us. We definitely got scary times ahead of us. But it's okay. We got Defecator. We got Astronogeek. We're good. They will let us know. Say, hey, that AI video is bullshit. And I'm going to explain to you why it's bullshit. And then maybe they'll teach us. Be like, you got I never noticed that little thing in there. So that's how you know it's AI. Otherwise, I don't know what we're going to do. You might even have videos sent to Russia, and they'll be like, "Oh, did they just shoot the nukes at us? I mean, it's real. That's a nuke coming." So what was that called? War Games. Remember that movie? Anyway, this would be a real War Games. But great video, and please, for the love of God, please, anybody who tells you we didn't land on the moon, just look at them like, just look at them. Like this. Just look at them like this. Quoi? Just like that. Just do that. That's it. And then as soon as they say, let me explain why, you say, I can't talk to you anymore. I am unfriending you in real life. You have a good day. Take care. Have a nice life. I can't associate myself with people like you. Because they must be stopped. They must be stopped. But I feel bad for the gullible people. I really do. I feel bad. I feel bad. Gullible. It's all over the internet. Gullible. You shit. There are videos everywhere. It's just all lies. And you know it's a lie. But tomorrow you come back and you watch again. You say, oh, let me get another lie. Lie. Hey, at this point, you're lying to me every 6 hours. So I enjoy your lying. Je comprends pas. Bon, anyway, excellent video, and defecator is somebody really, does he know what defecator means? To defecate? Il comprend ça? Il comprend defecate? Google that. Say in English, what does defecator mean? What does it mean to defecate? I'm just curious. Like, does he know that he knows what it means? Yeah. Okay, just checking. Okay, take care. Peace out. À la prochaine.